Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder les principes de la vidéoprojection. Donc, on va balayer les différents aspects de la vidéoprojection, les technologies, donc les différences entre le DLP, le LCD, les grandeurs caractéristiques, mais aussi tous les termes et les spécificités au niveau des optiques, au niveau des signaux et au niveau des câbles. Donc, les débuts de la vidéoprojection, ça a commencé il y a des centaines d'années avec les théâtres d'ombre. Donc là, on était vraiment dans la projection, mais d'ombre. Ensuite, ça s'est développé avec la projection de dessin grâce aux lanternes magiques. Et ça s'est vraiment accéléré avec le cinéma au début du siècle. Pour la vidéoprojection, ça a commencé dans les années 50-60 avec les projecteurs CRT, donc tritubes, 3 tubes cathodiques, un pour chaque couleur qu'il fallait converger pour obtenir sa couleur. Ça, ce sont des vidéoprojecteurs que l'on retrouve maintenant beaucoup plus au musée que sur des installations. La vidéoprojection a vraiment fait un saut en avant avec le développement de la technologie DLP, donc Digital Light Processing, par Texas Instruments dans les années 80. Donc, qu'est-ce qu'un DLP? Un DLP, en fait, ça va être pour chaque pixel un petit miroir. Donc là, vous voyez par exemple une patte de fourmi. Donc imaginez la taille de ces petits miroirs. Et ces petits miroirs vont pouvoir être bougés sur deux positions de façon mécanique. Donc on va avoir une position où la lumière va être envoyée à l'intérieur du vidéoprojecteur et l'autre position où la lumière va être envoyée vers la lentille de projection. Avec cette technologie, on fait du noir et du blanc. En allant très vite, on fait des niveaux de gris. Donc, 2 fois blanc, 1 fois noir, un gris clair, 2 fois noir, 1 fois blanc, un gris plus foncé. Pour la couleur, deux technologies ont été développées à partir de ces puces DLP. La technologie mono DLP, où là, on va insérer une roue de couleur dans le chemin de lumière entre la lampe et la puce DLP et créer séquentiellement une image en niveau de rouge, une image en niveau de vert et une image en niveau de bleu. La technologie mono DLP, en fait, vous n'allez voir que des images séquentielles. Il n'y a pas de mélange des couleurs à l'intérieur du vidéoprojecteur. Le mélange des couleurs est fait par votre cerveau. C'est pour ça qu'en termes de colorimétrie, c'est la technologie qui a la moins bonne restitution des couleurs, puisque vraiment le mélange des couleurs se fait dans votre cerveau. Plusieurs routes couleurs sont disponibles. Donc la théorie, c'est une roue de couleur à 3 segments, les 3 couleurs primaires. Mais pour augmenter la luminosité des vidéoprojecteurs, on peut ajouter un segment transparent. Et pour améliorer la colorimétrie, on peut aussi ajouter des segments de différentes couleurs, du cyan, du magenta, du jaune. Il faut savoir que plus une roue de couleur va avoir de segments, moins le vidéoprojecteur sera lumineux, puisqu'on ne peut pas utiliser la luminosité lorsque l'on est sur une transition entre deux segments. L'autre technologie avec un des puces DLP, c'est les projecteurs tri-DLP, où là, on va avoir une puce dédiée pour chaque couleur primaire. Et une très, très grosse partie d'un projecteur tri-DLP, ça va être son prisme. Le prisme va avoir deux fonctions. La première de ces fonctions, ça va être de déconverger les 3 couleurs primaires de la lumière blanche. Donc, avec des jeux de réflexion au niveau des longueurs d'onde, on va réussir à séparer les 3 couleurs primaires pour que chacune attaque une puce DLP. On peut dire DMD, c'est pour Digital Micro Mirror Device. Ensuite, la deuxième fonction du prisme, ça va être de recombiner les 3 composantes pour former l'image en couleur. Donc, au contraire du mono DLP, le tri-DLP mélange à l'intérieur du projecteur les 3 couleurs pour produire vraiment l'image en permanence. Dans les années 90, il y a eu l'apparition de la technologie LCD, donc sur laquelle s'appuie exclusivement Epson. Donc, il y a eu des essais de projecteurs mono LCD, donc sur le même principe que le mono DLP. Mais cette technologie a été très, très vite arrêtée. Donc, on s'est concentré sur les technologies à 3 puces, donc la technologie tri-LCD ou la technologie tri-LCD réflectif, donc le LCOS. Qu'est-ce qu'un panneau LCD? Un panneau LCD, lui, n'a comme seule fonction que de faire tourner de 90 degrés la polarisation de la lumière. Un panneau LCD est toujours
une combinaison de polariseurs et du panneau. Les polariseurs, en fait, sont des filtres, des grilles. Donc, vous allez avoir une grille, par exemple, horizontale en entrée, verticale en sortie. Si le panneau n'est pas activé, la lumière horizontale tourne de 90 degrés et passe ensuite au travers de la grille verticale. Si le panneau est activé, la lumière ne tourne pas et bute sur la grille. C'est pour ça qu'en principe, un projecteur LCD est moins bon en contraste que la technologie DLP, parce qu'il est toujours impossible de filtrer la totalité de la lumière de façon horizontale et de façon verticale. Il y a toujours des fuites de lumière. Ça, là-dessus, Epson a fait d'énormes développements là-dessus et maintenant, on arrive vraiment à pallier cette différence avec des taux de contraste qui sont maintenant au niveau, voire supérieurs à celle du DLP. Comment fonctionne un projecteur tri-LCD? On a toujours notre source lumineuse. Et là, la séparation des trois couleurs primaires n'est pas faite par un prisme, mais par des miroirs dichroïques. Un miroir dichroïque va laisser passer certaines longueurs d'onde et refléter d'autres longueurs d'onde. Donc ici, on va laisser passer le rouge, refléter le cyan. Le deuxième miroir va refléter le vert et laisser passer le bleu. Et ainsi, on va pouvoir attaquer les trois panneaux LCD avec les trois composantes. Un prisme qui permet de recombiner. Donc, le prisme d'un projecteur tri-LCD est beaucoup plus simple qu'un prisme de tri-DLP, puisqu'il n'est là que pour recombiner les trois composantes de l'image. L'autre technologie avec des panneaux LCD, c'est la technologie LCOS ou DLIA ou SXRD, où là, on va avoir une réflexion en fait à l'arrière du panneau LCD. Donc, il va y avoir un double passage au niveau du panneau LCD. Cette technologie est la meilleure en termes de contraste. C'est vraiment avec cette technologie qu'on a les meilleurs contrastes. Par contre, cette technologie est très onéreuse et elle ne peut pas monter en luminosité. On ne trouve pas ce type de projecteur au-delà de 10 000 lumens. Donc, ces vidéoprojecteurs sont vraiment orientés pour le home cinéma ou pour la simulation, là où vous avez besoin vraiment d'avoir des très hauts niveaux de contraste pour les conduites de nuit, par exemple. Donc voilà pour les différentes technologies utilisées à l'intérieur des vidéoprojecteurs. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour le moment. Et alors, nous allons continuer avec les grandeurs caractéristiques de la projection. La première des grandeurs caractéristiques, ce sont les lumens, c'est la puissance du vidéoprojecteur. Par contre, cette valeur n'est pas forcément représentative. Ce qui va être vraiment important, c'est le nombre de lux. Le nombre de lux, c'est le nombre de lumens divisé par la surface de votre écran. Donc, si on prend un exemple, un écran de 4 mètres par 2 mètres 50, qui va vous donner 10 mètres carrés, et un projecteur de 10 000 lumens, on va avoir au final un nombre de lux de 1000 lux. Cette valeur-là est très importante, parce que c'est cette valeur-là qui va nous dire si la vidéoprojection va être correcte ou pas. Il faut faire le ratio entre la luminosité au niveau de l'écran sans la projection et avec la projection. Et toujours essayer d'avoir au minimum un rapport de 3 entre ces deux valeurs. C'est-à-dire qu'il faut que la luminosité avec la projection soit 3 fois supérieure à la luminosité sans la projection sur la surface de projection. C'est-à-dire que dans l'exemple où on avait 1000 lux, ça conviendrait à un environnement où on aurait 300 lux de lumière environnementale. On peut aussi transformer cette valeur en candela par mètre carré pour avoir un rapport avec les écrans. Donc là, il vous suffit juste de diviser le nombre de lux par pi et multiplier tout ça par le gain de l'écran s'il y a du gain au niveau de l'écran. Donc dans notre exemple, des 1000 lux, on obtiendrait environ 300 candela par mètre carré. Donc, comme ça permet d'avoir une comparaison avec les écrans. Alors Florent, j'ai une Comment? question. Oui. Cette fois, on nous demande quelle est la longévité des tri-LCD ou LCOS par rapport au DLP? Alors, ça va dépendre des fabricants. À l'heure actuelle, la durée de vie d'une puce DLP est donnée entre 30 et 50 000 heures. Maintenant, chez Epson, la durée de vie d'un panneau LCD sur les dernières générations de panneaux LCD atteint les 30 000 heures. Donc, on est à peu près, je dirais, quasiment au même niveau de durabilité au niveau des technologies entre le DLP et le LCD.
Et là, ça va vraiment dépendre énormément du fabricant du panneau LCD. Voilà, nous, les dernières générations de panneaux LCD fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 20 000 heures et sur des utilisations non intensives sur plus de 30 000 heures. Ok, merci. Comment est exprimée la luminosité d'un vidéoprojecteur? Donc, il y a plusieurs mesures. La mesure centrée, qui est la plus simple, on va mesurer uniquement la luminosité du vidéoprojecteur sur une mire blanche en plein milieu de l'écran. Par contre, cette mesure est un peu faussée puisque les vidéoprojecteurs comme les écrans ne sont pas 100% uniformes. Il peut y avoir des différences, du moins il y a toujours une différence entre la luminosité au centre et sur les bords de l'image et cette différence peut aller jusqu'à 20%. C'est pour ça que dans les années 60, l'American National Standard Institute a créé la mesure NC où là on va diviser l'écran en 9 parties et on va faire la moyenne des 9 mesures sur ces 9 parties. Donc, on va pouvoir prendre ainsi en compte l'uniformité de la vidéoprojection. La mesure NC étant une mesure purement américaine, elle est remplacée de plus en plus par la mesure ISO 21118. Donc là, c'est une norme internationale qui reprend exactement la même façon de faire la mesure. La seule différence qu'il y a entre la mesure NC et la mesure ISO, c'est que dans la mesure ISO, il est spécifié que le zoom doit être ajusté au plus court. Et donc, s'il y a des différences entre la mesure ISO et la mesure NC, c'est que très souvent, les optiques ont une meilleure luminosité en position la plus grande, en télé, plutôt qu'au plus court. Donc voilà pourquoi il peut y avoir une différence entre le NC et le ISO, mais sinon la méthode de mesure est exactement la même. Une autre mesure de la luminosité, c'est la mesure CLO, où là on va prendre en compte la colorimétrie aussi. Donc la mesure CLO, plutôt que de faire une mesure sur le blanc, on va faire 3 mesures, une sur chaque couleur primaire pour chaque cadran. Donc une sur le rouge, une sur le vert, une sur le bleu. Ça, c'est pour montrer la très très grande différence qu'il y a entre les systèmes à 3 puces, tri-DLP et tri-LCD, par rapport au mono-DLP. Je vais vous montrer une petite animation. En fait, sur le mono-DLP, à chaque fois qu'on filtre une couleur, on va rejeter la luminosité des 2 autres couleurs. Quand on laisse passer le vert, on rejette le rouge et le bleu. Donc, on perd de la luminosité. C'est pour ça que la mesure CLO, qui est très importante, est très différente entre les systèmes 3 puces et les systèmes à 1 puce, puisqu'on ne perd aucune luminosité au niveau des systèmes à 3 puces. Ensuite, il y a le contraste. Donc, une différence entre la norme NC et la norme ISO, c'est que sur la mesure NC, on utilisait une seule mire, donc un damier noir et blanc. Et donc, on pouvait mesurer le contraste sur cette même mire. La mesure ISO se fait en 2 temps, la luminosité maximale sur le blanc et la luminosité du vidéoprojecteur sur le noir. Pour moi, la mesure NC est beaucoup plus stricte et représente vraiment la mesure native des vidéoprojecteurs. Puisque sur la mesure ISO, on va pouvoir jouer avec les systèmes de contraste dynamique qui vont augmenter artificiellement le contraste. Le contraste dynamique, c'est le fait sur les projecteurs à lampe d'utiliser un iris dynamique, donc un système mécanique qui va laisser passer plus ou moins de lumière en fonction de la luminosité de l'image. Une image très claire, on va laisser passer le maximum de luminosité. Une image très sombre, on va diminuer la quantité de lumière qui va passer. Avec les projecteurs LED ou laser, on va moduler la source lumineuse, c'est-à-dire émettre plus ou moins de lumière au niveau des sources. Donc il faut faire très très attention puisque vous allez avoir maintenant beaucoup de communication au niveau des constructeurs qui ne parlent que du contraste dynamique. Donc là, vous avez la valeur pour des vidéoprojecteurs Epson. Vous voyez que la valeur dynamique est à 2 500 000 pour 1, alors que la native n'est qu'à 2000 pour 1. Donc il faut faire très très attention puisque c'est vraiment la valeur native qui va être la plus représentative de la qualité en termes de contraste d'un vidéoprojecteur. Le contraste dynamique, j'aurais tendance à dire, qui est plutôt un élément marketing plus que réellement technique. Au niveau des couleurs, donc nous utilisons la synthèse additive, c'est-à-dire qu'à partir des 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, on est capable de créer le blanc.
et les 3 couleurs secondaires, le cyan, le magenta et le jaune. Pour la petite histoire, c'est pour ça qu'un vidéoprojecteur LCD en fin de vie a tendance à dériver du blanc vers le jaune. C'est qu'à quantité de lumière égale, il y a plus de puissance dans la lumière bleue. Donc c'est toujours les panneaux LCD bleus qui se dégradent en premier. Donc vous retirez le bleu du blanc, donc votre image va tirer vers le jaune. La température des couleurs. Donc la température des couleurs, c'était pour les lampes à incandescence, la température par rapport à leur spectre lumineux. Donc les lampes de bougie ont des faibles températures et un spectre très très rouge. Les arcs électriques, une luminosité très bleue pour des très très hautes chaleurs. Ce n'est plus vrai pour les lampes à décharge de type LED ou laser, mais c'est quand même une donnée représentative. On sait que pour des vidéoprojecteurs professionnels, on va avoir des températures de couleur qui vont être comprises entre 6000 et 8000 degrés Kelvin. Les espaces colorimétriques, donc deux façons d'exprimer un espace colorimétrique en 2D ou en 3D. L'espace colorimétrique, ça représente que l'œil humain est capable d'appréhender en termes de couleurs, donc du vert, du bleu et du rouge, et toutes les couleurs qui peuvent être créées à partir de là. On retrouve aussi la température de couleur, donc cette courbe ici, donc du très très rouge pour les températures très très basses, au très très bleu pour les températures très très hautes. Cet espace colorimétrique, il va nous permettre de caractériser les vidéoprojecteurs et les normes. Donc, dans les années 80 a été édité la REC 709, donc avec des écrans CRT qui n'étaient pas capables de reproduire l'intégralité du spectre lumineux. C'est pour ça que le REC 709 a un espace colorimétrique qui est assez restreint. Ensuite, il y a eu le DCI-P3, donc la norme pour le cinéma numérique. On a réussi à étendre ce spectre colorimétrique. Et enfin, la dernière norme en date, le REC 2020, qui permet vraiment d'atteindre quasiment l'intégralité du spectre lumineux. Par contre, le REC 2020, lui, ne peut être atteint à l'heure actuelle que par des écrans de type OLED ou par des vidéoprojecteurs pur laser. On verra tout à l'heure ce qu'est un projecteur pur laser. Le HDR. Donc, de plus en plus de sources maintenant sont compatibles HDR. Mais qu'est-ce que le HDR? En fait, le HDR est à comparer avec le SDR. Ça va être le codage de la luminance dans le signal. Quand on a créé le REC 709, on a eu associé la norme SDR. C'est qu'en fait, on avait des écrans qui ne pouvaient pas aller à plus de 100 candélas par mètre carré. Donc, on s'est dit que la luminance allait être codée de 0 à 100, par exemple. Maintenant, on a des écrans qui peuvent monter à 1000 candélas par mètre carré, voire 10 000 candélas par mètre carré. C'est pour ça qu'a été créé le HDR. Donc, il y a plusieurs formats HDR, le HLG, le Dolby, le HDR 10 ou 10+. Où là, en fait, on ne va plus coder la luminance, donc la luminosité dans le signal de 0 à 100, mais par exemple de 0 à 1000 ou de 0 à 10 000. Donc là, avant, on avait un pas de quantification de 99 à 100. Maintenant, on va avoir 10 pas de quantification pour les normes HLG, ou même 100 pas de quantification sur les normes Dolby ou HDR 10, 10+, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de finesse au niveau des luminances. Là où on était complètement écrasé entre deux niveaux, sur des images très très brillantes ou très très sombres. Maintenant, on va pouvoir avoir beaucoup plus de détails au niveau de ces luminances et donc avoir plus de détails sur les scintillements, sur les zones très très lumineuses ou très très sombres. Dernière grandeur caractéristique, c'est le niveau de bruit pour un vidéoprojecteur. Donc le niveau de bruit d'un niveau projecteur est maintenant compris entre 25 et 50 dB. Donc ça reste des bruits relativement faibles. Par contre, ce qu'il faut faire très très attention au niveau de cette valeur, c'est qu'elle est exprimée en décibels. Donc c'est une norme logarithmique qui va augmenter, donc on va multiplier le bruit par 2 si on ajoute 3 dB. La différence entre un projecteur de 36 dB et 33 dB, c'est que le projecteur de 36 dB sera 2 fois plus bruyant qu'un projecteur de 33 dB. La différence entre un projecteur à 36 dB et à 30 dB, c'est que le projecteur à 36 dB sera 4 fois plus bruyant qu'un projecteur à 30 dB. Donc on pense souvent que 3 dB, ce n'est pas important. Faites très attention, 3 dB, ça veut dire que vous doublez le niveau de bruit d'un vidéoprojecteur. Florent, nous avons une question de Cédric Louis qui nous demande où en est le Dolby Vision sur les projecteurs. Il n'est pas encore implémenté. Pour l'instant, on n'a que la gestion du HDR et on est plus sur du HDR 10 que sur du Dolby Vision. Le problème de Dolby, c'est que c'est une norme payante
alors que les HDR10 et HDR10+ ne sont pas des normes payantes. Donc c'est vrai que le Dolby a une tendance maintenant à s'imposer pour tout ce qui est grand public, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, les professionnels attendent de voir quelle est la norme qui va vraiment s'imposer et ont pour l'instant choisi les normes, les normes non payantes, donc HDR10, HDR10+. Il y a très très peu de produits qui sont compatibles pour l'instant HDR. Je dirais qu'il n'y a que les produits 4K qui le sont. Et ça va évoluer avec sans doute une norme qui va s'imposer. Et de ce que je comprends, c'est plutôt la Dolby Vision qui est en train de s'imposer. Ok, merci. Ensuite, les sources lumineuses à l'intérieur des vidéoprojecteurs qui ont bien évolué depuis une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, tous les vidéoprojecteurs au-dessus de 10 000 lumens étaient équipés de lampes xénon. Les lampes xénon ont comme avantage d'avoir un spectre colorimétrique très très plat dans la zone visible, donc une très bonne colorimétrie et très facile à ajuster. Et l'autre avantage des lampes xénon, c'est qu'elles permettent avec une seule lampe d'avoir de très très fortes luminosités. À l'heure actuelle, je crois que sur le marché, il existe un projecteur de 70 000 lumens avec une seule lampe à l'intérieur. Par contre, les lampes xénon ont ou avaient même beaucoup d'inconvénients. Le premier, c'est d'avoir des systèmes d'alimentation très très imposants. Donc les vidéoprojecteurs xénon étaient très très gros parce que le rendement du xénon est vraiment très faible. Il n'y a que 30% de la puissance électrique fournie à la lampe qui est transformée en lumière. Un autre désavantage de la lampe xénon, c'est qu'elle est très très fragile. À l'intérieur de la lampe à froid, vous avez entre 4 et 6 bars de pression, et à chaud, cette pression peut monter à 30 bars. Donc c'était des lampes qui étaient très très sensibles aux vibrations et au transport. Autre désavantage des lampes xénon, c'était leur durabilité. Donc on avait des lampes xénon qui n'étaient pas utilisables au-delà de 500 voire 1000 heures pour les meilleures lampes, avec des prix qui étaient très très chers. Donc par exemple, une lampe xénon de 20 000 lumens était environ à 5 000 € pour une utilisation avec une bonne luminosité autour de 500 heures. C'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années, le xénon a commencé à être remplacé par les lampes à haute pression de mercure, qui étaient beaucoup, beaucoup moins chères, avec des durées de vie qui ont été doublées par rapport au xénon. L'autre avantage des lampes à haute pression de mercure, c'est des systèmes d'alimentation beaucoup plus compacts. Donc, les fabricants de vidéoprojecteurs ont pu réduire le volume et le poids des vidéoprojecteurs et les rendre beaucoup plus facilement intégrables ou transportables. Les inconvénients des hautes pressions de mercure, des lampes à haute pression de mercure, c'est un spectre colorimétrique qui est quand même moins plat que le xénon, donc des colorimétries un peu moins bonnes et un peu plus difficiles à ajuster quand on a à appairer plusieurs vidéoprojecteurs. Autre inconvénient, c'est qu'on ne peut pas monter en puissance avec des lampes à haute pression de mercure. Donc à l'heure actuelle, on est à peu près à 6 000, 7 000 lumens maximum par lampe. Ce qui fait que pour des produits au-delà de 10 000 lumens, il faut associer 2 lampes et au-delà de 20 000 lumens, il faut associer 4 lampes. Ce qui complexifie les vidéoprojecteurs puisqu'il faut aussi des parties optiques qui vont permettre de recombiner la lumière de ces lampes pour n'avoir qu'un seul flux cohérent. Donc maintenant, depuis une demi-douzaine d'années, les lampes à haute pression de mercure sont remplacées par la technologie laser phosphore. Donc on va utiliser des diodes laser, notamment du laser bleu, que l'on va transformer en lumière grâce à des composés phosphore qui vont permettre, lorsqu'ils sont excités par un laser bleu, d'émettre des lumières jaunes ou vertes. L'avantage du laser, c'est d'avoir des durées de vie qui ont été multipliées par 10 par rapport aux lampes à haute pression de mercure et par 20 par rapport au xénon, de permettre la modulation de l'intensité lumineuse. Donc on peut faire du contraste dynamique en éteignant ou allumant des milliers de fois par seconde ces diodes laser, des allumages et des extinctions quasiment instantanées. Là où un vidéoprojecteur à lampe mettait 2 minutes à démarrer, 5 minutes à s'éteindre, maintenant un projecteur LED laser va pouvoir démarrer en 15 secondes et s'éteindre en 20 secondes. Autre gros avantage du laser, c'est qu'il n'y a pas de production d'UV ni d'infrarouge. Donc ça, c'était aussi un problème sur les projecteurs à lampe, puisque toutes les parties optiques à l'intérieur des vidéoprojecteurs, les lentilles de concentration, les miroirs de renvoi, les miroirs dichroïques ou les prismes, vieillissaient prématurément à cause des UV et des infrarouges. Donc avec la technologie laser phosphore, on peut maintenant avoir des parties optiques à l'intérieur du vidéoprojecteur qui vont être beaucoup plus durables dans le temps.
Dernier avantage pour le laser phosphore, c'est qu'il n'y a plus de contrainte d'orientation. Maintenant, on va pouvoir installer sans aucune contrainte le vidéoprojecteur en mode portrait, en mode douche ou en mode plafond, sans aucun problème ni perte de durée de vie. Les inconvénients, c'est qu'il y a des systèmes de refroidissement beaucoup plus complexes, parce qu'à l'heure actuelle, les diodes laser ne sont pas très puissantes et il faut en associer un grand nombre. Dans un vidéoprojecteur Epson 12 000 lumens, vous allez avoir 128 diodes laser pour créer cette luminosité. Et il faut qu'absolument toutes ces diodes laser soient exactement à la même température pour émettre la même longueur d'onde et avoir des colorimétries constantes. C'est pour ça que les fabricants ont dû intégrer des systèmes de refroidissement liquide notamment assez complexes dans les produits, ce qui a malheureusement fait augmenter le volume et le poids des produits par rapport aux produits LED laser, par rapport aux produits à lampe haute pression de mercure. Et c'est vrai que maintenant on commence à réduire de nouveau le châssis en intégrant de façon encore plus facile les LED laser à l'intérieur des produits. Deuxième petit désavantage au niveau des lasers, c'est qu'on doit respecter la classification des sources laser. Donc la classification, c'est que les sources laser, notamment les lasers de laboratoire, ont été classifiées par des classes de risque et donc certaines normes de sécurité à respecter. Donc maintenant, les projecteurs laser doivent respecter ces normes, mais je dirais qu'un projecteur laser est aussi dangereux qu'un projecteur à lampe. Ce qui est dangereux, c'est pas forcément le laser, c'est vraiment la forte luminosité à la sortie de l'optique qui est concentrée sur une très petite surface. Regardez un vidéoprojecteur lampe 20 000 lumens dans les yeux à 50 cm, qu'il soit lampe ou laser, c'est très dangereux. Donc ça ne change pas. Mais par contre, on a dû classifier les vidéoprojecteurs laser par rapport à ces classifications et donc avoir des classes de risque 1, 2 ou 3 et des distances où il ne faut rien mettre juste devant le vidéoprojecteur. Donc ça va dépendre aussi de l'optique. Donc sur des ultra courtes focales, c'est une trentaine, quarantaine de centimètres où il ne faut avoir aucun obstacle devant le vidéoprojecteur. Sur les optiques très très longues, ça peut aller jusqu'à 2-3 mètres. Autre technologie, le laser phosphore, donc plusieurs technologies. Il y a plusieurs qualités de phosphore. Et en fait, le phosphore, quand il est excité par du laser, va créer soit de la lumière jaune, soit de la lumière verte. Pour le bleu, en fait, il suffit de laisser passer le laser qu'on va ensuite dépolariser. Ensuite, pour un projecteur mono DLP, on continue d'utiliser des roues de couleur. Là, vous avez par exemple un bloc laser Epson, donc l'intégralité des diodes laser. On converge tous les flux laser en un seul. Ce faisceau laser est ensuite divisé en deux. Une partie va être envoyée sur une roue phosphore qui va créer le jaune étant la combinaison du rouge et du bleu, et ensuite le bleu qui va être dépolarisé et ressortir en lumière bleue. Le laser, en fait, c'est de la lumière polarisée. Donc nous, on dépolarise juste le laser pour le transformer en lumière, et là, vous avez vos composantes bleu, jaune et rouge, bleu, rouge et verte, et donc une lumière blanche à la sortie du laser. Et on ne sort pas de laser, c'est vraiment de la lumière qui sort du bloc laser. Autre technologie, ce sont les LED. Donc tout à l'heure, je parlais de diodes laser. Là, on parle vraiment de diodes électroluminescentes. Donc, une très très faible consommation, des prix très très abordables. Par contre, exactement le même problème que les LED laser, c'est qu'elles dérivent énormément en température. Donc là, vous avez la dérive en température. Vous voyez que le spectre émis va énormément changer entre 25 et 30 degrés. Par contre, il est beaucoup plus difficile de refroidir des LED que des diodes laser. C'est pour ça que les produits LED ont des colorimétries qui ne sont pas optimum et qui peuvent varier énormément en fonction de la température d'utilisation. Donc c'est pour ça que cette technologie à l'heure actuelle est vraiment pour les pico-projecteurs, les petits vidéoprojecteurs et notamment parce qu'ils peuvent fonctionner sur batterie, ou les projecteurs mobiles où on va avoir besoin d'une qualité, je vais dire, passable de colorimétrie. Dès qu'on va passer en professionnel, le LED n'est pas la solution. Dernière technologie, c'est les lasers purs. Donc là, on va avoir trois sources laser différentes, une laser rouge, une laser verte et une laser bleue. Et là, ça va vraiment nous permettre d'atteindre l'espace colorimétrique BT 2020, puisqu'on va avoir vraiment les trois couleurs pures qui vont pouvoir être créées. Par contre, à l'heure actuelle, cette technologie est très compliquée à maîtriser. Et vous voyez dans les exemples de vidéoprojecteurs sur votre droite,
Les armoires ici ou le socle représentent les sources lumineuses. Donc, ce sont des vidéoprojecteurs à l'heure actuelle qui sont vraiment très, très imposants et au vu du prix de l'encombrement de la technologie, qui sont exclusivement réservés pour l'instant au cinéma, puisqu'on peut facilement intégrer ces produits dans des cabines de projection, plus difficilement sur des installations physiques ou même en événementiel. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Les fabricants, je pense, réussiront d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années à intégrer l'intégralité des sources laser à l'intérieur des vidéoprojecteurs sans avoir forcément de partie externe. Autre désavantage de cette technologie, c'est que les lasers de différentes couleurs ne vieillissent pas de la même façon. Donc ça va aussi obliger les fabricants à avoir des systèmes pour pouvoir mesurer et calibrer ces trois composantes pour que le vieillissement se fasse de façon homogène et que la colorimétrie n'en pâtisse pas. Donc voilà pour la partie des sources lumineuses. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Il n'y a pas de questions additionnelles pour le moment. Alors nous allons passer sur l'aspect des optiques. Donc une optique, ça peut être caractérisé par ses grandeurs focales, donc les petits f, les grands f, pour ceux qui font de la photographie, vous connaissez ça bien. Par contre, c'était très très compliqué au niveau de la vidéoprojection. Donc il a été décidé de simplifier tout ça avec le ratio de projection. Et le ratio de projection, c'est la distance de projection divisée par la base d'image. Donc vous voulez une image de 10 mètres de base à 20 mètres, vous divisez 20 par 10, ça vous fait un ratio de 2. Il faudra donc sélectionner une optique avec ce ratio compris dans le ratio de projection. C'est pour ça qu'en vidéoprojection, on ne parle que de base d'image et non pas de diagonale comme pour les écrans. Ce qu'il faut faire très très attention, c'est qu'un ratio de projection va varier en fonction de la taille des puces, soit DLP, soit LCD, et de leur résolution et de leur ratio. Vous pouvez avoir des optiques identiques sur différents vidéoprojecteurs, mais des ratios différents. Donc faites très très attention à ça. Comme vous le voyez ici, vous allez avoir des ratios en fonction de la résolution et de la taille des puces qui va évoluer. Donc, alors ça n'évolue pas, ça ne change pas tout, mais vous pouvez avoir des surprises pour une même optique si vous la mettez sur des projecteurs différents. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il faut faire très très attention à la perte de luminosité entre les deux positions minimum et maximum de ce ratio de projection sur une optique. Vous pouvez avoir jusqu'à 25% de perte entre ces deux positions pour une même optique. Donc quand vous avez le choix entre deux optiques, toujours préférez, quand c'est possible, l'optique que l'on utilisera en position télé plutôt que celle qu'on utilisera en position wide, puisque vous aurez la meilleure des luminosités en position télé. Pour les optiques, on peut catégoriser aussi la projection on-axis ou off-axis. On-axis, c'est que vous allez avoir autant de décalage vertical en haut que en bas. Off-axis, c'est que vous n'allez avoir du décalage que dans une seule direction, soit vers le haut, soit vers le bas. Pour simplifier, les projecteurs tri-DLP ou tri-LCD sont des produits on-axis. Les produits mono-DLP sont des produits off-axis. Autre terme pour les optiques, c'est l'offset, notamment pour les ultra courtes focales. C'est une zone où on ne va pas pouvoir projeter par rapport au centre optique. Donc, le début de l'image va être à une certaine distance du centre optique, c'est ce qu'on appelle l'offset. Donc voilà, notamment les optiques à miroir, vous n'allez pas pouvoir projeter tout de suite au niveau du châssis du vidéoprojecteur. Vous allez avoir vraiment une distance minimum. Donc faites attention à ça. Il y a des optiques avec de l'offset et des optiques sans offset, c'est à prendre en compte lors de l'intégration des produits. Le lens shift, donc là vous avez deux exemples de décalage optique. Le lens shift pour un mono DLP et le lens shift pour des technologies tri-LCD ou tri-DLP. Donc comme vous le voyez, un projecteur mono DLP va être off-axis, vous n'allez avoir du décalage vertical que vers le haut. Par contre, la zone de décalage est rectangulaire, donc vous pouvez associer le lens shift horizontal et vertical maximum en même temps. Sur une technologie tri-LCD ou tri-DLP, il faut faire attention, la zone de décalage optique n'est pas un rectangle mais un octogone.
vous ne pouvez pas avoir le maximum du lens shift vertical et le maximum du lens shift horizontal en même temps. Il faudra faire des compromis. Donc, faites très attention à ça quand vous intégrez des projecteurs tri-LCD ou tri-DLP. On ne peut pas compter sur le lens shift horizontal et maximum en même temps. Il faut vraiment faire attention et notamment utiliser les calculateurs d'ABAC pour vraiment être sûr de son intégration. Attention, il y a deux façons d'exprimer le lens shift. Il y a une façon occidentale et une façon asiatique. Donc, occidentale, c'est notamment Barco et Christie qui expriment leur décalage vertical à partir du centre de l'image, alors que les fabricants japonais, eux, expriment leur lens shift à partir du haut de l'image ou du bas de l'image. Donc, ça peut induire des erreurs. Donc là, on a un lens shift qui est de plus ou moins 110% et là plus ou moins 67%. Donc sur une fiche technique, on aurait tendance à dire que le Barco a un meilleur lens shift. Par contre, si on exprimait le lens shift de la même façon que Barco sur ce produit ici, on aurait un lens shift qui serait de plus ou moins 134%. Donc faites très très attention à ça et consultez aussi les calculateurs d'ABAC pour voir si les valeurs de lens shift sont égales ou pas, parce qu'il y a deux façons d'exprimer le lens shift. Donc faites très très attention à ça. Dernière partie au niveau de l'optique, c'est le gain d'un écran. Un écran peut avoir du gain, c'est-à-dire qu'il va renvoyer plus de luminosité au centre de l'image. Donc ça peut être très bien pour diminuer la puissance d'un vidéoprojecteur pour avoir le même rendu si on est sûr que l'audience de la projection va être vraiment très centrée, je dirais avec un angle de vue de plus ou moins 20 degrés. Par contre, ce sont des écrans à proscrire quand vous allez faire de la fusion des bordures, donc une seule image avec plusieurs vidéoprojecteurs, puisque vous n'allez jamais pouvoir avoir un rendu correct avec un écran à gain sur de la multiprojection, puisque vous allez faire votre réglage en un point, et dès que vous allez changer de point, eh ben, ce réglage ne sera plus valable, c'est-à-dire que vous allez avoir des différences colorimétriques et vous allez voir réapparaître très facilement la zone de fusion des bordures. Donc faites très très attention à ça, ne jamais utiliser un écran à gain quand vous faites de la projection multi-projecteur. Voilà pour les optiques. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Pas de questions sur ce sujet. Alors, nous allons passer maintenant aux signaux vidéo et informatique. Plusieurs caractéristiques, donc la résolution, la fréquence, le balayage, le sous-échantillonnage ou même le codage. Les résolutions, c'est très compliqué puisque l'informatique, la vidéo, le cinéma ont toujours travaillé de leur côté et ne se sont jamais mis d'accord sur des formats spécifiques. Donc l'informatique tend plus vers le 16/10, le cinéma vers le 3/2 et la vidéo vers le 16/9. Donc après, les fabricants se doivent d'accepter toutes ces résolutions et c'est pour ça qu'il existe une multitude de résolutions parce que les différents acteurs des marchés ne se sont jamais mis d'accord pour standardiser tout ça. Au niveau des fréquences de l'image, donc le cinéma a commencé avec une cadence entre 14 et 20 images par seconde. Ça, c'était vraiment dû à la rotation de la manivelle par l'opérateur. Ensuite, on a augmenté un peu quand est apparu le son. Donc, on a décidé de monter, pour que ça soit facile, à 24 images par seconde. On est resté à 24 images par seconde parce qu'à l'époque, la pellicule coûtait très très cher. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas monté au-delà de 24 images par seconde. C'est uniquement à cause du coût des pellicules. Donc, le cinéma est toujours à 24 images par seconde alors qu'on n'utilise plus de pellicules. C'est la même chose pour le 50 Hz et pour le 60 Hz. C'est lié aux anciens téléviseurs. En fait, les premiers téléviseurs avaient des isolations très très mauvaises entre les circuits d'alimentation et les circuits de traitement de l'image. Et donc le circuit d'alimentation venait polluer l'image. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir des traitements vidéo au même rythme que l'alimentation. Donc pour l'Europe à 50 Hz et pour le Japon et les États-Unis à 60 Hz. Depuis, les isolations entre les circuits d'alimentation et de traitement de l'image ont bien évolué, il n'y a vraiment plus aucun problème. Par contre, on reste toujours à ces fréquences liées au réseau électrique des différents pays. Ensuite, le balayage. Donc, vous avez l'interlacé, le progressif. L'interlacé, en fait, on ne va envoyer que la moitié de l'information pour chaque image. Donc, pour l'image 1, les lignes paires. Pour l'image 2, les lignes impaires.
Ça n'a comme seul but de sauvegarder de la bande passante, donc de diminuer la quantité d'informations, soit pour pouvoir transiter au niveau hertzien, soit aussi pour tout ce qui est support de stockage. Donc c'était pour limiter vraiment le nombre d'informations au niveau des signaux, que ce soit plus facile à passer au niveau du hertzien ou même sur les supports d'enregistrement. Maintenant, la différence entre le RGB et l'YQV. Donc, dans les signaux RGB, vous allez avoir les trois composantes. Donc, l'image en niveau de rouge, en niveau de vert et en niveau de bleu. L'YQV, lui, est très différent. Donc, on va avoir une luminance, donc l'image en noir et blanc, et les deux signaux pour la chrominance, où on va mélanger les couleurs. Donc, l'YQV a été inventé pour la transition entre les écrans noir et blanc et les écrans couleur. Parce que les écrans noir et blanc n'avaient besoin que d'un signal, ils n'avaient pas besoin des chrominances. Et donc, ça a facilité la transition entre les écrans noir et blanc et les écrans couleur. Le RGB, c'est facile, vous avez vos trois composantes, une synchronisation. L'YQV, c'est un petit peu compliqué, vous avez les équations qui sont ici, mais par contre, ça a un gros avantage pour le numérique, c'est que vous pouvez faire du code correcteur d'erreur, c'est-à-dire qu'à chaque fois, dans chaque signal, vous avez les trois composantes de la couleur. C'est-à-dire que si vous perdez un des trois signaux, vous ne perdez pas forcément toute l'information et vous pouvez retrouver cette information. Sur le RGB, vous perdez un des trois signaux, vous perdez de l'information et vous ne pouvez pas la retrouver. L'échantillonnage, donc l'échantillonnage, ça va être aussi un des buts de diminuer la bande passante utilisée. Donc le 444 qui a l'intégralité de l'information. Donc, je dirais que c'est un équivalent par rapport à la photographie au RAW, où là, on va pouvoir vraiment travailler sur l'intégralité de l'information. Et dès qu'on va avoir besoin de transporter cette information, eh bien, on va sous-échantillonner, donc avoir moins d'informations au niveau de la colorimétrie, notamment pour gagner de la bande passante. Pour la bande passante, voici des exemples de calcul. Donc là, vous avez le calcul pour un signal RGB ou des valeurs de bande passante pour des signaux YQV. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le progressif a un débit qui est 2 fois supérieur à l'interlacé. Et là, vous voyez au niveau des bandes passantes nécessaires pour de l'YQV avec les résolutions, la quantification et le sous-échantillonnage. Donc, vous voyez que déjà, à l'heure actuelle, si vous avez besoin d'un signal 4K à 50 Hz sur 12 bits en échantillonnage maximum, vous êtes déjà au-delà de la norme 12G SDI. Et ça va s'accélérer, puisque là, vous avez des exemples au niveau des exemples de débit pour les futures normes, donc le 8K, le 10K, avec les différents taux de rafraîchissement. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, déjà pour du 8K, 24 ou 30 images par seconde, on est déjà sur du 48 gigabits par seconde. Donc faites très attention à ça, c'est que si vous devez dimensionner du câblage, des infrastructures pour un grand nombre d'années, il faut aussi faire attention à ces montées en résolution et en fréquence d'image, parce que les débits vont finir par exploser. Vous voyez que pour du 10K à 120 Hz, il va falloir avoir des débits de 120 gigabits par seconde. C'est-à-dire que pour avoir cette résolution avec ces taux de rafraîchissement, il va falloir avoir 10 liaisons 12G SDI pour pouvoir faire transiter ce type de signe. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non, il n'y a pas de questions. Alors, nous allons finir cette présentation par la connectique. Donc, les connectiques analogiques qui sont maintenant dépassées, le RCA, où on avait l'intégralité du signal qui ne transitait que sur un câble, donc très faible résolution, très faible qualité d'image. Ensuite, on a évolué vers le S-Vidéo. Donc là, avec une amélioration en termes de la qualité, mais toujours pas au niveau de la résolution. Ensuite, le RCA, donc les trois composantes rouge, vert et bleu, mais sans la synchro. Le RGB, ensuite, soit en sub D15, soit en éclaté. Donc là, toujours les trois composantes rouge, vert, bleu, mais avec les signaux de synchronisation.
La même chose avec de l'éclaté, en sachant que l'éclaté permettait d'avoir des distances beaucoup plus grandes. Donc, on est sur du RGB sur des distances de 1 à 15 mètres. L'éclaté permettait d'aller jusqu'à 30 mètres parce que vous avez une bien meilleure isolation au niveau de chaque câble. Ensuite, les connectiques numériques. Donc, la première a été le DVI. Donc, le DVI a évolué. Au début, il y avait le DVI analogique. Donc, vraiment pour la transition entre les cartes graphiques numériques et les écrans analogiques. On n'utilisait vraiment que les 4 pinoches RGB sur ces connecteurs. Et ensuite, on a eu les connectiques purement numériques, donc le DVI-D en simple liaison ou en double liaison. Donc le DVI, lui, n'évoluera plus. La norme est maintenant figée. Donc vous avez des bandes passantes de 3,7 gigabits pour du single link et de 7,4 pour du dual link. Donc vous pouvez passer sur du DVI en liaison simple à 1920 par 1920 à 60 Hz et vous pouvez monter à 120 Hz avec une double liaison. Donc des signaux numériques qui ont aussi comme problème des longueurs de câbles limitées. Donc sur des câbles passifs, vous ne pouvez pas aller à plus de 10-15 mètres maximum vraiment avec des très très bons câbles. Ensuite est apparu le HDMI, donc une norme grand public, mais qui s'est imposée aussi dans le monde professionnel. Et donc ça, c'est une norme qui continue d'évoluer. Et la dernière évolution, c'est le 2.1, qui permet à l'heure actuelle de monter à des débits de 48 gigabits par seconde. Donc l'HDMI, lui, pourra afficher du 8K, comme on le voyait tout à l'heure, à des fréquences d'image de 24 ou 30 images par seconde uniquement. Une connectique qui s'impose de plus en plus, c'est le DisplayPort. Donc la dernière norme en date, la 2.1, elle permet déjà d'avoir des débits de 80 gigabits par seconde. Et le gros avantage maintenant du DisplayPort, c'est qu'une carte graphique avec des doubles sorties peut envoyer un même signal sur 2 câbles en parallèle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir combiner 2 fois ce débit. Donc c'est vraiment la norme qui va s'imposer pour la montée en résolution et en fréquence d'image. C'est vraiment le DisplayPort qui va vraiment permettre de passer facilement sur des très très hautes résolutions et des très très hauts taux de rafraîchissement. Le SDI, donc la norme broadcast, notamment pour tout ce qui est prise de vue, les caméras professionnelles, qui elle aussi continue d'évoluer. Donc, à l'heure actuelle, on en est au 12G SDI, donc avec un débit de 12 gigabits par seconde. Vous pouvez passer un signal 4K 60 Hz avec des codages en 4.2.2. Le gros avantage du SDI, c'est qu'on va pouvoir avoir des très très longues longueurs de câble. Donc, avec un simple câble BNC de très bonne qualité, on peut atteindre des longueurs de câble jusqu'à 100 mètres. Le HD Basté, donc le HD Basté n'est pas forcément un signal, mais plutôt une technologie. Et lui, ça va permettre sur un câble RJ45 de faire passer la vidéo de type HDMI, le son, mais aussi le contrôle, soit en LAN, soit en RS232, soit en infrarouge, au travers d'un simple câble RJ45. Donc ça va permettre aussi d'avoir des très très longues distances, donc des distances jusqu'à 150 mètres. Ça va vraiment dépendre de la qualité du câble. Par contre, l'HD Basté, faites très très attention, n'est pas interopérable avec un réseau TCP/IP. Il faut des réseaux câblés dédiés à l'HD Basté. On ne peut pas mettre un signal HD Basté sur un réseau TCP/IP, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la future évolution au niveau de la connectique aussi. Et c'est un slide que je dois encore faire, qui n'est pas encore présent dans ma présentation. C'est la vidéo sur IP. Donc la vidéo sur IP commence à arriver. Le son s'est imposé là-dessus, mais la vidéo sur IP est à l'heure actuelle dans les balbutiements. Plusieurs normes s'affrontent. Donc là, il va falloir attendre encore quelques années pour voir vraiment un standard s'imposer au niveau de la vidéo sur IP. Par contre, la vidéo sur IP, à contrario du son, va quand même imposer d'avoir des réseaux dédiés à la vidéo sur IP. On ne pourra pas utiliser les mêmes réseaux pour la data et pour la vidéo. Les bandes passantes ne le permettront pas. Donc vous avez vu tout à l'heure les bandes passantes qui vont être nécessaires dans le futur. On ne pourra pas avoir, même si les réseaux TCP/IP augmentent aussi en débit, d'avoir des réseaux où on pourra mêler data et vidéo de façon optimum. Le son, ça passe, puisque les bandes passantes ne sont vraiment pas
énorme. Par contre, pour la vidéo, il faudra vraiment penser à avoir des réseaux TCP/IP dédiés à la vidéo sur IP pour ne pas mélanger, pour ne pas avoir de conflit entre la data et la vidéo. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, Florent. C'était top. Euh, concernant, tu parlais donc de la V sur IP. Voilà, tu disais qu'effectivement, c'est assez balbutiement. On travaille aujourd'hui avec Netgear et qui permet donc, et qui propose toute une gamme de produits justement adaptés à la transmission audio et vidéo sur IP. Donc, si vous avez des questions sur ce domaine, n'hésitez pas à nous contacter puisqu'on a pas mal de solutions à ce sujet. Attention parce qu'on voit ta boîte mail, Florent. Je ne sais Pas de pas souci. comment désactiver le partage d'écran. Ah mince, t'as un Voilà, petit c'est bon, bouton. excusez-moi. Attends, je vais essayer de te le faire. Ça doit être mieux maintenant, hein. Euh, on va faire comme ça. Voilà, ça va être mieux comme ça. Je te remercie. Et pas de souci. Euh, Donc oui, comme je disais, merci beaucoup donc de cette formation, Florent, et puis merci à vous de votre attention. Si vous avez des questions ultérieures sur tout ce qui vient d'être dit, eh bien sachez que, évidemment, premièrement, ça a été enregistré, donc ça sera mis à disposition d'ici ce soir, je pense, sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez la revoir en replay. Florent, est-ce qu'on pourra partager cette présentation avec les participants Tout s'ils à le fait, souhaitent? Eh ben tout à voilà, fait. donc on va vous la faire parvenir également. Merci à toi. Et puis par la suite, encore une fois, rapprochez-vous de votre commercial FVS ou envoyez-vous nous un email à webinar@fvs.fr si vous avez n'importe quelle question sur ce qui vient d'être dit ou sur les gammes Epson forte puissance. On fera le relais en interne sans aucun problème. Pour terminer, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction une fois que ce webinaire sera terminé. Si vous pouvez le prendre 2-3 minutes pour le compléter, ça nous aidera à nous améliorer. Florent, merci encore de ta présence. C'était Bah, vraiment merci top. en tout cas à tout le monde pour votre attention. C'était un Et plaisir. on vous souhaite une très très bonne journée à vous. Et rendez-vous à 15 heures pour ceux qui le souhaitent pour un webinar dédié aux solutions audio pro pour la vidéo et effectivement pour les salles de réunion. Donc ça vient compléter un petit peu ce que tu viens de dire. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.